Bonsoir Antoine Sénanque. Bonsoir. Merci d'être là. Alors c'est vrai que vous tous. faites partie des invités qu'on ne connaît pas de nom déjà et aussi de visage. J'ai senti un petit moment d'attente de la part du public qui ne savait pas si vous étiez véritablement notre invité. Donc maintenant on vous connaît, même si vous avez écrit ce livre sous un pseudonyme, on va en parler dans un instant. Alors pour vous présenter, je vais reprendre un petit peu ce que vous dites à la page 17 du livre, puisque je n'ai pas beaucoup plus d'informations que celle-là. Vous êtes donc neurologue, vous exercez à Paris, vous avez débuté la médecine en 1977, 7 ans de faculté, 4 ans d'internat, 3 ans de clinica et puis une installation aujourd'hui en cabinet privé avec, comme vous dites, une petite activité hospitalière résiduelle. C'est toujours le cas? C'est tout à fait. Très bien. Donc votre vrai nom est donc Antoine Moulonguet. On va tout de suite évacuer la question qui est inévitable. C'est pourquoi donc ce pseudo, alors qu'en général quand on écrit sous un pseudo c'est pour se cacher et... Oh, non, j'ai pas du tout choisi un pseudonyme pour me cacher. La preuve, c'est que Ben voilà, justement. Donc... je suis à visage découvert et que mon nom est paru tout à fait normalement dans la presse. Non, l'idée, c'est que ça fait plusieurs années que j'écris des romans sous ce nom-là, Antoine Sénanque, parce que c'est une très belle abbaye, l'abbaye de Sénanque, cistercienne, comme ici d'ailleurs. Et depuis des années, donc j'écris sous ce nom. Donc j'ai écrit déjà 3 romans qui n'ont pas été publiés. Quand j'ai écrit Blues, je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison que je change de dénomination. C'était pour moi aussi un travail d'écriture qui s'intégrait aussi dans un travail de romancier. Et ce n'est pas parce que j'écrivais sur la médecine que je devais reprendre mon nom de médecin. Je voulais surtout pas apparaître comme justement le médecin qui écrivait sur la médecine, parce que pour moi, ce livre n'est pas un document sur la médecine, c'est plutôt un roman sur fond médical. C'est une autobiographie romancée. Autobiographie romancée, oui. Juste un mot aussi, la médecine vous procure pas beaucoup de bonheur, enfin en tout cas on va en parler tout au long de cette soirée. Est-ce qu'en revanche l'écriture vous en donne beaucoup? Ah, l'écriture me sauve de la médecine, oui. L'écriture me donne justement le bonheur que je n'ai pas trouvé en médecine. Alors, Blues, c'est donc le titre de ce livre qui marche très bien. C'est une autobiographie romancée, on le disait. Vous évoquez de manière, pour ceux qui l'ont lu, je ne sais pas si certains ici ont déjà parcouru ce livre, de manière très très crue, sans filtre, avec parfois une provocation volontaire de votre part. Vous évoquez la mélancolie assez noire qui frappe le médecin que vous êtes et aussi les limites du thérapeute. Alors vous dites au début du livre, je vais vous citer, « Je n'ai jamais eu l'impression de tuer la médecine, mais plutôt d'être tué par elle. C'est de cet assassinat-là dont je veux parler. » Alors le pourquoi de ce livre, il tient finalement dans une histoire, mais que vous racontez curieusement seulement à la fin du livre, et une histoire dont vous dites qu'elle vous a brisé, et qui explique finalement votre mal-être aujourd'hui. Non, le pourquoi du livre, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. La première raison, c'est que je ne me reconnaissais pas dans l'image des médecins médiatisés. Je ne me reconnaissais pas dans l'image des grands patrons qui parlent de la médecine comme des hommes politiques. Je ne me reconnaissais pas non plus dans l'image des médecins pleins de passion et de vocation. Je ne me reconnaissais pas non plus dans l'image très négative que l'on donne des médecins responsables du trouble de la sécurité sociale, à l'origine des infections nosocomiales, incompétents, notoires. Toutes ces images de médecins qui étaient véhiculées par les médias n'entraient pas du tout en résonance avec la manière dont je vivais, dont je voyais la médecine. Donc ça a été déjà la première raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. La deuxième raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que je me retire progressivement de la médecine. J'ai eu toute une période justement d'activité médicale, de consultation neurologique suivie pendant plus de 10 ans, en fait globalement entre 10 et 15 ans. Et là, je termine ma médecine. Et j'ai voulu, à la fin de cette période médicale, expliquer pourquoi je quittais la médecine, qu'est-ce que la médecine m'avait apporté, qu'est-ce qu'elle m'avait retiré, parce qu'en fait, elle m'a retiré beaucoup, ouais. Je crois qu'elle m'a plus retiré qu'apporté. Et donc, c'était une vision, encore une fois, très personnelle de la médecine. C'est pas du tout un livre, ni un document sur la médecine, ni un livre qui donne des solutions, ni un livre qui impose en fait une vision de la médecine. C'est un livre qui n'impose rien, c'est un livre qui simplement est l'expression d'une vision tout à fait individuelle
d'un métier et de la manière dont on vit ce métier, la manière dont ce métier interagit avec votre sensibilité. Encore une fois, moi, c'est un livre qui a été pris de manière très diverse, justement, dans le milieu médical, avec des gens qui l'ont détesté et des gens qui l'ont beaucoup aimé. Encore une fois, moi, je suis très humble par rapport à ce livre. Hein. Ce n'est pas du tout autre chose que ma propre expérience à travers la médecine. Voilà. On reviendra peut-être sur les réactions tout à l'heure, lorsque les gens auront entendu un petit peu ce que vous avez à dire et ce que vous dites dans le livre. Je reviens à cette histoire dont vous parlez à la fin de votre livre. Pourquoi d'ailleurs la mettre à la fin de votre livre, alors que c'est d'elle dont cette histoire, ça a été la ligne rouge de ma médecine, ça a été le squelette de ma médecine. Cette histoire, c'est une erreur médicale. Une erreur médicale extrêmement grave que j'ai commise, puisqu'elle a coûté la vie à une patiente. C'est une erreur que j'ai commise lorsque je commençais mon clinica, donc après avoir acquis ma spécialité de neurologie, donc en tant que tout jeune neurologue. C'est même une erreur que j'ai rencontrée lors de ma première consultation de neurologie. Donc c'est une erreur qui en fait était simple à résumer. C'est une patiente qui était considérée comme qui consultait pour un problème de maux de tête, de céphalée, étiquetée migraine. Donc c'est une patiente que j'ai suivie pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois avec ce diagnostic de migraine, avec un traitement anti-migraineux, avec donc de manière très sérieuse, en l'examinant régulièrement. Elle avait même eu un scanner cérébral, etc. Et en fait, il s'est révélé que cette patiente n'avait pas du tout une migraine, qu'elle avait l'équivalent d'une tumeur cérébrale qui s'est décompensée de manière brutale, entraînant la mort de cette jeune femme, qui était une femme de 28-29 ans, avec 3 enfants, et donc qui est mort brutalement. Brutalement, qui est mort de l'absence de diagnostic, c'est-à-dire du non-diagnostic de cette migraine, puisque si le bon diagnostic avait été fait, cette femme aurait été sauvée. Donc ça a été mon erreur médicale, que j'ai commise tout à fait seule, sans excuse, si vous voulez, particulière. Et c'est cette erreur médicale qui m'a suivi pendant toute ma carrière, pendant 15 ans. Tous les jours. Tous les jours, oui, avec l'idée quand même implicite qu'avec le temps, les choses devraient s'atténuer, diminuer, ce qui n'a pas été le cas. Et la médecine m'a confronté à un certain nombre de cas de plus en plus difficiles, parce que je fais une spécialité qui est quand même un petit peu particulière, la neurologie. Donc ça, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Et qui peu à peu donc m'ont conduit à quitter la médecine, mais à quitter la médecine à partir de cette erreur médicale que la médecine a, d'année en année, augmenté en intensité. La phrase que vous avez dite, on l'entend assez peu souvent, l'erreur médicale que j'ai commise. Une phrase qui pour vous a l'air peut-être rien, sans doute que si. En tout cas, est-ce que c'est de l'inconscience, c'est du franc-parler, c'est du courage de dire cette phrase qu'on entend assez peu dans la bouche d'un médecin? Non, je crois que c'est vraiment de la lucidité. De toute façon, ce livre, un des grands sujets de ce livre, c'est l'incompétence du médecin. C'est pas l'incompétence du médecin du mauvais médecin, c'est l'incompétence du bon médecin, du médecin qui sur le papier est compétent, c'est-à-dire l'incompétence du médecin qui est bien formé, qui a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qui a fait tout son cursus de médecine générale puis de spécialité au sein d'un cursus qui est considéré comme le meilleur du monde, puisque en France, la médecine est considérée, en tout cas sur le plan de la formation, comme très probablement une des meilleures médecines du monde. Donc, moi, je parle de l'incompétence du bon médecin, parce que j'ai fait un très bon cursus. J'ai fait un cursus de médecin, de neurologue, j'ai passé les concours, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai travaillé, et l'idée, c'était de développer le point essentiel du livre, qui est l'incompétence du bon médecin, en partant du principe que la médecine n'est pas une science exacte, et que l'idée que le médecin le mieux formé du monde ne fait pas d'erreur et peut se promener en médecine sans casse, entre guillemets, est une idée qui est irréaliste.
Alors en même temps, le désenchantement vis-à-vis de la médecine, votre rupture avec elle, vous dites que c'est grâce, je vous cite, à la pire des maladies, puisque vous disiez effectivement, vous avez choisi la neurologie, et comme vous le dites, ce sont les grandes maladies qui sont pour vous. Vous citez Parkinson, la démence, la sclérose en plaques, les tumeurs cérébrales, les accidents vasculaires, la myélopathie, la méningite, la polynévrite. Bref, beaucoup de maladies dont on ne ressort pas facilement ou parfois même jamais. On y reviendra tout à l'heure. Et pourquoi est-ce que vous dites que c'est finalement grâce à la pire des maladies, qui est la maladie de Charcot, que vous avez eu ce désenchantement? Non, parce que la neurologie est effectivement une spécialité un peu spéciale hein, dans le cadre de la médecine, puisque c'est une spécialité qui regroupe des maladies très graves, dont un certain nombre ne sont pas traitables. Vous vous retrouvez donc dans le rôle d'un thérapeute sans thérapeutique. Et moi, j'ai eu l'occasion, pendant une durée assez prolongée de mon activité professionnelle, de travailler sur une maladie qui s'appelle la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie de la moelle épinière, qui touche les cellules nerveuses motrices et qui, dans les formes complètes, est une maladie gravissime, je dis bien dans les formes complètes, qui entraîne une paralysie progressive de tous les muscles du corps avec une mort entre 3 et 4 ans. Bon, ça, c'est cette maladie spécifique et probablement une des plus graves maladies, toutes spécialités confondues. Bon, le hasard a voulu que je me sois beaucoup occupé de patients qui avaient cette maladie, et qui est effectivement une maladie particulièrement déstabilisante pour le médecin, puisque c'est une maladie, encore une fois, sans traitement. Donc vous suivez régulièrement un patient qui s'aggrave, qui vient vous voir, non pas en tant que psychologue ou de psychothérapeute, qui vient vous voir en tant que médecin thérapeute, et vous n'avez pas de thérapeutique pour lui. Donc Alors qu'il vient confiant, se disant, mais docteur, vous allez de toute façon me soigner, je vais m'en sortir. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de patients qui gèrent ce drame de la maladie incurable. Et parmi les patients qui finalement m'ont sorti progressivement de la neurologie, il y a 2 cadres essentiels de patients qui sont les plus durs à supporter, entre guillemets. Ça paraît presque choquant de dire supporter quand on est dans le fauteuil du médecin face à un patient qui va mourir, mais c'est la réalité. Les patients les plus difficiles sont les patients qui ont besoin d'être maternés par le médecin, c'est-à-dire qui n'acceptent pas le diagnostic et qui demandent au médecin de les guider de manière quotidienne, de manière permanente, tout au long de leur maladie. Ça, c'est le premier type de patient. Et le deuxième type de patient, qui est encore plus déstabilisant pour le médecin, c'est un patient qui sait très bien que le médecin est inefficace et que le médecin ne peut rien lui apporter sur le plan pratique, mais qui continue à aller le voir pour entretenir un mensonge. Le mensonge, c'est que finalement, les choses vont se stabiliser. Après une période d'aggravation, vous allez vous améliorer. Et ce mensonge, dont il n'est pas dupe, il l'impose au médecin, parce que c'est ça qu'il vient chercher en consultation. Et ça, c'est quelque chose qui, du côté du médecin, est extrêmement difficile à vivre, car il ne vient pas vous voir comme un psychothérapeute ou un psychiatre, il ne vient pas vous voir pour être consolé et pour que vous l'aidiez sur le plan psychologique, c'est pas ça du tout. Il vient vous voir en tant que neurologue, pas psychiatre, en tant que neurologue qui n'a pas de traitement, mais qui a quand même l'étiquette du thérapeute. Il vient vous voir pour que vous entreteniez ce mensonge. Et c'est vrai que ce type de consultation que j'ai vécu par dizaines avec ces malades qui sont tous morts depuis, ce sont des consultations qui m'ont sorti de la médecine. C'est pour ça, pour répondre à votre question, ce désenchantement a été suractivé par la maladie de Charcot. C'est-à-dire que vous ne vous sentez jamais utile face à un malade dont vous savez qu'il est condamné? Je suis utile Si, je suis utile parce que je suis là. Mais si vous voulez, vous avez des malades qui vont au-delà de l'utilité purement médicale. Vous avez des malades qui vont vous voir pour l'entretien du mensonge. Et là j'ai probablement une utilité en accompagnant ce type de conduite. Mais si vous voulez, c'est pour un thérapeute, un médecin, quelque chose qui est difficile à vivre. Mais il y a des médecins qui le vivent très bien. Hein. Encore une fois... vous demandez même ce que font ces patients dans votre cabinet parfois? Oui.
c'est vrai que plusieurs fois, je me suis demandé ce que faisait le patient dans mon cabinet. C'est-à-dire que je me mets à la place du patient. Je me dis à sa place, non, je ne viendrai pas me voir. À sa place, j'irai voir, j'irai prier, je n'irai pas voir de médecin. Enfin, vous avez quand même conscience que le rôle du médecin, c'est aussi de trouver les mots oui, bien sûr. Pour le malade. Bien sûr. Mais vous savez, les mots, j'ai passé 10 ans avec les mots. Hein. Je n'ai pas arrêté avec les mots. Vous savez, quand vous recevez quelqu'un qui vient vous voir pendant 30 minutes et une demi-heure à 3/4 d'heure pour la consultation, vous ne pouvez pas tenir 30 minutes, 3/4 d'heure, une consultation mensuelle, sans rien dire au patient. Hein. Donc les mots, j'en ai dit même beaucoup trop. Et les mots, ils m'ont un petit peu écarté de la médecine, les mots. Lorsque vous rencontrez ces patients, vous l'évoquez dans le livre, vous dites que vous ne dites jamais la vérité. En tout cas, c'est une vérité émiettée, comme vous dites. Pourquoi vous avez ce parti pris, alors que vous avez certains de vos confrères qui invoquent le respect du patient et le devoir de vérité? Mais je respecte beaucoup le patient, mais je pense que le respect du patient, c'est pas lui dire la vérité comme ça d'un coup. Encore une fois, là, on est sur des maladies très graves. Hein, c'est un petit peu spécifique. Hein. Moi, si vous voulez, sur la question de la vérité, d'abord, première chose, quand vous soignez un patient, vous êtes un individu face à un autre individu. Donc vous vous projetez. Est-ce que moi, à la place du patient, j'aimerais qu'on me dise la vérité ou pas? Ma réponse à moi sur ce type de maladie, c'est non. Donc c'est très difficile. C'est très difficile pour moi d'aller contre ce que j'attendrais si j'étais à la place du patient. Deuxièmement, quand vous avez à dire à un patient, monsieur, vous avez une maladie qui va vous paralyser progressivement, vous allez mourir dans 3 ans en étouffant, c'est quand même une vérité qu'il faut aménager. D'accord. Troisièmement, chose très importante, la vérité, est-ce que vous la connaissez? Parce que quand je vous dis que la SLA entraîne une mort quasi systématique à 3 ans, il y a le quasi dedans. C'est-à-dire que vous avez toujours des patients qui ne répondent pas à la règle générale. Vous avez toujours des formes de la maladie qui ne sont pas exactement superposables à d'autres. Donc est-ce que vous, médecin, parce que vous avez votre statistique de 80% de patients évoluent comme ça, vous avez le droit de lancer la vérité au visage du patient? Non, moi je ne m'en sens pas du tout capable, parce que moi j'ai toujours l'espérance et je crois toujours que je suis justement dans ce 1%, dans ce ridicule pourcentage, mais qui existe pourtant, du patient qui ne va pas évoluer comme les autres, qui va s'en sortir. Et puis, donc c'est le point essentiel. Vous dites en même temps, je me demande si moi, si j'étais à la place du patient, j'accepterais la vérité. Mais vous ne pouvez pas vous mettre à la place de chacun de vos patients. Chaque personne est différente, vous sentez... Un médecin, c'est un individu, encore une fois. Donc vous réagissez avec ce que vous êtes, c'est-à-dire avec vos réactions, avec vos défauts, vos qualités. Vous n'avez pas un médecin idéal qui répond de manière... claire et toujours exacte à la demande des patients. Vous êtes ce que vous êtes. Et les patients le savent très bien. En plus, dernière chose pour la vérité, je pense qu'il y a une subtilité réelle chez les malades qui viennent vous consulter pour les grosses maladies. C'est-à-dire que très souvent, le malade a son diagnostic. Il ne donne pas l'impression de l'avoir. Ouais. Effectivement, il donne l'impression d'être à 1000 lieues de ce qui lui arrive. Mais ce n'est pas vrai. Dans les maladies graves, et notamment dans la maladie de Charcot, vous vous rendez compte que les patients savent exactement, très précisément, ce qu'ils ont. Ils n'ont pas du tout envie que vous leur disiez ce qu'ils savent. Pas du tout. Ils veulent simplement être accompagnés et que vous entreteniez quand même une certaine espérance. C'est le rôle du médecin. Mais ça, c'est un rôle de médecin que j'ai trouvé, pour moi, extrêmement difficile à vivre. Alors, on va parler du doute aussi qui devrait habiter tous les médecins, puisque vous en parlez beaucoup. Vous parlez de cette devise « Je ne sais pas », c'est votre devise, et vous dites « J'aimerais en couvrir des pages, l'écrire sur des tracts, la graver comme épitaphe sur ma pierre, en faire un drapeau, un sceau, un blason. Je l'ai tenu tellement longtemps au secret par peur des représailles que j'aimerais au bout de ma carrière lui faire les honneurs d'une libération en fanfare. » Ça vous est arrivé de dire à un patient « Je ne sais pas » ? Non. Justement, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour le dire à tout le monde, là, je ne sais pas. C'est peut-être d'ailleurs parce que je ne l'ai pas dit que j'ai écrit ce livre. Mais vous savez, le « je ne sais pas », c'est effectivement le centre du livre, hein, c'est le thème du livre, c'est le doute du médecin et le « je ne sais pas » du médecin. Moi, j'ai eu mon premier contact avec
je ne sais pas très jeune, hein, lorsque j'ai commencé à prendre des gardes aux urgences. Je suis parti en médecine en pensant justement que j'allais faire un métier qui allait me barder de certitude. Je me suis dit, je vais faire des études longues qui vont m'apprendre beaucoup de choses et qui vont me permettre de soigner des gens et d'apporter des réponses aux questions qu'ils me posent. J'ai donc fait 7 ans d'études de manière encore très suivie, très attentive, très sérieuse, et je me retrouve du jour au lendemain interne de garde aux urgences dans un grand CHU parisien. Bon, en principe, j'ai passé un concours, j'ai bien réussi ce concours, je prépare ma spécialité en neurologie, je suis donc sur le papier archi compétent. Je me retrouve donc une nuit entièrement responsable de toutes les urgences médicales de cet hôpital, et je vois déferler sur moi tout ce qu'on voit aux urgences, c'est-à-dire dans la salle 1, l'embolie pulmonaire, dans la salle 2, l'anévrisme de l'aorte, dans la salle 3, la pneumopathie, dans la salle 4, l'accident vasculaire, ainsi de suite. Et là, je me rends compte que toute ma préparation, que toute ma formation ne me sert à rien. C'est-à-dire que je suis totalement incompétent. Alors, il y a des internes qui vivent ça de manière très très variable. Vous avez des internes qui n'ont pas conscience de leur incompétence, qui trouvent que c'est formidable de se retrouver comme ça, à la tête d'urgence de médecine, seul responsable, prêt à en découdre avec la maladie. Ils améliorent leur santé aux côtés des malades. Il faut beaucoup se méfier de ce genre d'internes inconscients de leur incompétence. Moi, j'ai toujours été conscient de mon incompétence. Alors, l'incompétence du jeune interne, du jeune médecin lancé aux urgences en roue libre, elle est absolument majeure. Ça, je le dis de manière tout à fait claire. Je ne pense pas un médecin qui a des souvenirs justement de ses premières gardes en médecine ait eu une impression de certitude et de sécurité pour le patient. Les patients qui viennent vous voir lorsque vous êtes jeune médecin aux urgences sont dans une situation d'insécurité totale. Alors là, bon, encore une fois, c'est des choses que j'ai vécues il y a 15 ans. Je crois que les choses se sont un peu améliorées et que les urgences sont surveillées par des seniors qui limitent un petit peu cette incompétence. Mais il faut arrêter de croire que les médecins, même bien formés, sont des gens qui sont imperméables à l'erreur, imperméables au doute. Vous dites en même temps que le je ne sais pas, si vous voulez faire carrière à l'hôpital, votre je ne sais pas utilisé trop souvent peut devenir un handicap. Il faut impressionner ses confrères, en imposer, il faut marcher, parler, consulter avec autorité. Il faut rattraper son manque d'expérience par un culot qui vous démarque par rapport à vos concurrents. Tous les jeunes médecins sont des mauvais médecins, la différence c'est le culot. Et vous dites plus tard, si vous quittez l'hôpital, c'est l'argent qui concurrence votre attendrissement de médecin installé. Il devient nécessaire de garder les malades et il faut reconnaître que le charme de votre je ne sais pas clair et souriant a un effet centrifuge sur une grande partie de la clientèle. Il y a cette conclusion magnifique. Les médecins, s'ils étaient riches au départ, seraient beaucoup plus honnêtes. Non, mais... Il est certain que personne ne veut entendre de la part d'un médecin, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, si je vais chez un médecin parce que j'ai mal à un œil et qu'il me dit, écoutez, je ne sais pas du tout ce que vous avez, je ne suis pas content. En tout cas, ça vaut mieux que le je suis sûr, d'après vous. Je ne sais pas. Bah, écoutez, oui, bien sûr, parce que c'est la vérité de la médecine. Et je pense que là, je donne justement, de manière un petit peu chargée, évidemment, et en cultivant le paradoxe, une image plutôt positive du médecin. Vous savez, moi, je pense que c'est très négatif de montrer les médecins lisses, sur deux, imperméables au doute, toujours prêts à se lever à 4 h du matin pour aller faire une urgence. C'est pas ça, les médecins. Il faut arrêter de montrer cette image idéalisée du médecin. Il faut au contraire, c'est un peu le but de Blues, montrer ce que c'est que la réalité de la médecine quand elle est vécue. Et les médecins, eh ben, c'est des gens qui ne savent pas, c'est des gens qui se trompent, c'est des gens qui parfois n'ont pas envie de soigner les malades, c'est des gens qui parfois n'aiment pas leurs malades, c'est des gens qui ont envie de faire autre chose, c'est des gens qui ne sont pas toujours bien dans leur peau. Ce sont des gens, c'est des hommes. Est-ce que plus on a d'expérience, plus on doute finalement ? Oui, je pense que l'expérience est un facteur de majoration du doute. J'ai l'impression que moi, j'avais moins de doute quand j'étais encore plus incompétent que je ne suis. C'est-à-dire qu'au début, votre incompétence vous rend... vous avez l'impression de tout savoir. Plus vous en savez, plus vous mesurez l'énorme distance qui vous sépare de la connaissance médicale. Et vous dites en même temps, enfin, on peut le constater en vous lisant, que ce doute finalement coûte cher à la sécurité sociale.
Ce doute court cher à la sécurité sociale, mais vous savez, moi, je suis un médecin qui coûte très cher à la sécurité sociale parce que je doute beaucoup. Et moi, je revendique tout à fait ça. Je dis dans le livre, le trou de la sécurité sociale, c'est moi. J'allais le citer, oui. Et j'en suis très content, très fier. Vous savez, bon, on nous dit, neurologue, une migraine, voilà, on nous envoie des plaquettes en disant diagnostic d'une migraine. Voilà ce que c'est qu'une migraine. Le patient a mal à la tête, d'un côté, de l'autre, ça évolue par crise, etc. Dans un contexte de migraine typique, il ne faut pas faire d'examen complémentaire. Pas de scanner, pas d'IRM, pas de Doppler, rien du tout. Vous traitez votre patient. Très bien. C'est formidable, ça. Vous avez ça, vous dites, on va faire des économies pour la sécurité sociale. Et puis un jour, vous avez vu 100 migraines, 200 migraines, 300 migraines absolument typiques qui correspondent exactement à la plaquette qu'on vous a envoyée. Et puis la 301e, qui avait le même tableau, en fait développe une rupture d'anévrisme et se retrouve hémiplégique définitivement. Alors vous retrouvez le dossier, vous dites, bah, écoutez, je suis désolé, ça se présentait comme une migraine. Vous auriez fait une IRM, une angiographie, vous auriez fait le diagnostic. Alors c'est sûr que c'est un patient sur 300, mais les statistiques en médecine, vous voyez, ça fait tout à fait plaisir à la sécurité sociale et au ministère, mais quand vous êtes dans votre cabinet, si vous êtes sur le 301e, ça change quand même beaucoup la vision des choses. Et donc, je fais, moi, des scanners et des IRM de manière super large. Oui, oui. Voilà. Je vais citer quand même le passage parce que c'est aussi... Vraiment, sans aucune... Non, mais ce ne sont pas les mauvais médecins qui prescrivent trop, ce sont ceux qui ont eu de mauvaises expériences. Bien sûr. Moi, plus je vais, plus je prescris d'examens. J'ai commencé ma médecine discrètement, je termine en fanfare. Le trou de la sécurité sociale, c'est moi. Oui, j'ai demandé des centaines d'IRM pour rien, une rentabilité affreuse, absolument indéfendable dans un ministère. Absolument. Ça, je revendique totalement mon irresponsabilité sociale. Mais totalement. Là, vraiment... Mais c'est une idée obsédante que celle de penser qu'on se trompe, peut-être ? Ah oui. Ça, vous voyez, c'est une idée obsédante de passer à côté d'un anévrisme chez une patiente qui vient vous consulter pour une migraine. Ça, obsédante. Effectivement. Et on se pose aussi, vous parlez de l'autre aussi, on se dit, est-ce que l'autre pourrait mieux faire que moi ? On a toujours ce doute aussi par rapport à son confrère. Alors ça, c'est un doute qui est précoce dans les études médicales, mais qui disparaît très très vite. Ah, d'accord. Oui, très vite, vous vous rendez compte que bon, il n'y a pas de très très grosses variations entre les médecins bien formés. Alors vous, les racines de votre désenchantement, elles puisent, comme vous dites aussi, dans des histoires plus anciennes, notamment lors de vos premières années d'internat, et des gens, je vous cite, qu'il fallait aider à mourir. Est-ce que la seringue de potassium ou le cocktail lithique que vous évoquez sont plus courants qu'on ne le dit ou qu'on ne le sait ? Oh bah, écoutez, je pense que c'est pas quelque chose de très courant, mais enfin tout le monde sait très bien que dans des services qui sont confrontés à des pathologies gravissimes, il est évident que l'euthanasie se fait, mais si vous voulez, c'est quelque chose de tellement naturel que la question ne se pose pas. C'est pas une euthanasie, c'est une euthanasie très précise. L'euthanasie dont je parle et qui est assez représentative de ce qu'on voit quand on est à l'hôpital, ce sont des gens qui, en ce qui concerne l'histoire que je raconte, c'était un patient très âgé qui était dans le coma, qui avait fait un accident vasculaire massif qui lui avait détruit l'ensemble de son parenchyme cérébral et qui était en phase préagonique. C'est-à-dire que c'est une euthanasie sur des morts quasiment. C'est des gens qui sont en train de mourir. Alors, au lieu de laisser les gens mourir en étouffant, on accélère les choses. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Sans la demande des proches, enfin, vous le faites. Ah non, mais il ne faut surtout pas que les proches se mêlent de ça. Encore une fois, il faut suffisamment faire confiance en la morale et là, encore une fois, ça paraît paradoxal par rapport à ce que je dis, mais à la compétence des gens qui suivent les patients pour savoir qu'il y a un moment où c'est le médecin qui doit décider d'accélérer ou pas les choses. Mais là encore, c'est une euthanasie très spéciale, c'est une euthanasie préagonique. C'est-à-dire des gens qui, de toute façon, vont mourir dans les 24 heures. Là, la question ne se pose à personne. C'est même pas une question qu'on discute. C'est absolument naturel. Les discussions récentes, on ne va pas faire la conférence sur ce sujet-là, mais les discussions récentes, selon vous, est-ce que le débat prend la mauvaise direction, le débat sur l'euthanasie aujourd'hui ? Non, mais moi, quand on parle de l'euthanasie, quand les gens parlent d'une euthanasie donc différente de celle que je décris, c'est-à-dire l'euthanasie de gens en phase préagonique,
c'est-à-dire l'euthanasie qui a été très médiatisée là récemment pour les gens qui désirent mourir. Moi, je réponds simplement, la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'euthanasie, la question est de savoir si on peut la faire. Parce que moi, je l'ai faite déjà, l'euthanasie. Et la question que je pose aux gens qui sont soit pour, soit contre l'euthanasie, c'est de leur dire, j'ai envie de leur donner la seringue, si vous voulez. Leur donner la seringue en disant, allez-y, faites-la l'euthanasie. Et là, ça change un tout petit peu les choses. J'entends des gens qui sont absolument convaincus qu'effectivement, le désir de mort de certaines personnes conscientes, mais qui sont dans des états cliniques gravissimes, est absolument normal, c'est tout à fait justifié. Faites-la l'euthanasie, si c'est si simple à faire. Faites-la. Je peux vous dire que pousser une seringue de potassium dans une tubulure pour tuer quelqu'un, c'est quelque chose qui, quand même, représente un événement dans votre vie. Je dirais, elle vous reste dans les doigts, la tubulure. Alors, je veux bien qu'on soit pour l'euthanasie demandée comme ça, mais qui va la faire, l'euthanasie? Parce qu'il y aura des médecins spécialisés dans l'euthanasie, il y aura des médecins qui ne voudront pas faire l'euthanasie, il y aura donc une équipe de médecins à blouse noire qui feront l'euthanasie. Non, je suis évidemment archi contre, mais alors complètement contre l'euthanasie demandée. Ça rejoint ce que vous dites dans le livre. A posteriori, je trouve que l'on devrait pousser la seringue à plusieurs mains, avec un chef, une surveillante, un directeur d'hôpital, un représentant du ministère, ou mettre plusieurs seringues dont l'une ne serait pas chargée, pour que chacun puisse se croire innocent dans le peloton. Oui. Non, le oui à l'euthanasie, ça, j'ai simplement envie d'y répondre en effectivement donner la seringue à celui qui dit oui. C'est tout. Alors, on va évoquer rapidement, parce que ce n'est pas que le livre, mais c'est aussi ce qui a fait parler du livre, ce que vous ne souhaitiez pas forcément non plus, ce sont les infirmières, puisque vous en parlez. Je suis désolé, mais je ne peux pas ne pas en parler, ça fait partie aussi du livre. Vous évoquez, je vais citer le passage. On en dit des choses sur elle, des bien positives, des dithyrambiques. Quelle sainte, quelle femme formidable, et cette compassion, ce dévouement. Pour les louanges, elles sont servies de vraies icônes, des modèles pour l'éducation de nos petits. Autant le dire tout de suite, en ce qui me concerne, les infirmières, je n'ai jamais pu les supporter. Les infirmières ont une position difficile, elles sont vêtues comme les médecins, mais elles n'y connaissent rien en médecine. Elles sont encore plus incultes que les patients. Bon. Alors, on va remettre ça dans le contexte. Oui, voilà. Alors ça, je pense que déjà... Ça va faire plaisir aux infirmières de la salle, qui pourront réagir après d'ailleurs. Il faut effectivement replacer... Voilà. Ce passage de l'infirmière dans le ton général du livre, qui est quand même un livre agressif, mais agressif pour tout le monde, agressif pour les infirmières, agressif pour les médecins, pour les malades, et surtout pour moi. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment un livre d'humeur, et globalement de mauvaise humeur sur la médecine. Donc les infirmières sont dans cette mauvaise humeur. C'est évident que ce serait complètement ridicule de dire que toutes les infirmières sont totalement incompétentes. Et on n'a pas 50 pages non plus. Hein. Oui, bon, c'est 2 pages dans le livre. C'est vrai que j'ai rencontré des infirmières remarquables, mais je n'allais pas mettre nota bene, sauf Madame Intel, vous voyez. Donc, c'est un livre de mauvaise humeur sur les infirmières. Ce que je critique sur les infirmières, c'est pas du tout leur travail, etc. Je critique la relation que j'ai eue avec elles. Voilà. Les infirmières se targuent de faire partie de l'équipe médicale. Et Dieu sait qu'elles demandent à faire partie de l'équipe médicale en multipliant les réunions intra-hospitalières, en multipliant les discussions avec les médecins. Et en fait, vous réalisez que l'équipe médicale avec les infirmières, ça fonctionne quand tout va bien. Et puis quand ça ne va pas, c'est-à-dire quand il y a un problème d'euthanasie, effectivement, quand il y a un problème d'erreur médicale, alors là, vous vous retrouvez seul. Vous êtes le médecin seul. Où sont les infirmières? En tout cas, autour de moi, elles n'y étaient pas, les infirmières. Donc encore une fois, c'est mon expérience, mais les infirmières, dans leur relation avec le médecin, je n'ai pas senti un esprit d'équipe, je n'ai pas senti un soutien. J'ai senti plutôt des gens qui travaillaient à côté de moi, mais pas avec moi. Alors c'est peut-être aussi l'impression que les infirmières ont par rapport aux médecins, de gens qui travaillent à côté d'elles. Mais je me suis senti assez seul, effectivement, parmi les infirmières. Les infirmières, j'en ai eu beaucoup. Mais j'ai pas senti, vous voyez, simplement une toute petite chose qui m'aurait fait peut-être ne pas écrire ce passage, c'est
une petite tape sur l'épaule me disant, bah, tu vois, là, je suis tout à fait derrière toi. Il y a un problème dans leur formation, si selon vous? Formation, moi je m'en suis occupé de leur formation, donc je connais bien le problème, mais je connais le problème sur le plan médical. Bon, il y a une formation qui est tout à fait indépendante des médecins, indépendante des médecins dans la formation des infirmières. Moi, je m'en suis occupé en tant que formateur médical, c'est-à-dire j'ai donné des cours aux infirmières, et c'est vrai que j'ai eu la sensation que la médecine n'était pas quelque chose qui passionnait les infirmières. Je pense qu'il y a beaucoup d'infirmières qui... Je ne vais pas me faire que des amis, là, hein, mais qui voient la médecine comme un métier comme un autre. Or, la médecine, c'est pas du tout un métier comme un autre. On y reviendra tout à l'heure, c'est avec les morts. C'est ce que vous dites. C'est un métier avec les morts, c'est un métier difficile, et c'est pas un métier d'entreprise, si vous voulez. C'est pas un métier où on discute des heures, des RTT, des machins. C'est un métier différent. Voilà. Cela dit, maintenant, les médecins aussi discutent beaucoup des heures et des RTT. Donc il y a une contamination, mais qui vient pas des infirmières. Hein. On y reviendra tout à l'heure. Bon, je cite ce passage, et puis on va arrêter sur ce chapitre-là ensuite. Elles affirment se sentir à l'écart de la médecine, elles y participent pourtant bruyamment. Elles vous disent que les services fonctionnent très mal, que les malades se plaignent, que les médecins ne parlent pas assez, qu'il n'y a pas d'humanité. Ne vous laissez pas prendre. Sachez que les infirmières ne parlent jamais des autres, elles parlent d'elles toujours. Lorsqu'elles vous rapportent les plaintes d'un patient négligé par le médecin, c'est que vous avez raté votre bonjour du matin. Vous ne l'avez pas bien articulé, ou alors trop vite, ou pas comme il le fallait. Elles n'ont pas l'altruisme plus développé que n'importe qui. Elles ont simplement trouvé en l'hôpital un énorme divan de psychanalyse où elles peuvent en groupe, derrière le paravent des patients, décorer d'une auréole de dévouement leurs désirs refoulés et leur peur de grandir. Bon, écoutez... voilà. Donc c'est vraiment un billet d'humeur. Hein, voilà. C'est méchant, voilà. c'est méchant, c'est injuste, je le reconnais. Mais encore une fois, c'est une vision des choses subjective. Et pardon pour les infirmières, mais ça m'a fait du bien de l'écrire. Je suis désolé. Est-ce que lorsque vous étiez interne, vous étiez aussi nul que ce que vous dites aujourd'hui des internes? Vous dites que leur nullité est proprement inimaginable. Oui, inimaginable. Vous étiez pareil? Ah oui, bien sûr. Ouais. Non, mais bien sûr. Sinon, je ne serais pas permis de mettre. Hein. Inimaginable. En quel sens? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous êtes dans une médecine totalement abstraite et théorique, et on vous projette du jour au lendemain dans une médecine de front. C'est comme quelqu'un qui, à la guerre, est formé dans les écoles militaires et qui se retrouve en première ligne du jour au lendemain sans aucune aide en disant vas-y mon vieux, débrouille-toi. C'est exactement ce que j'ai vécu aux urgences et ce que vivent la plupart des internes. Donc il y a une différence absolument énorme, effectivement, entre la médecine théorique et la médecine pratique, parce que tous les patients déclinent à leur façon la question d'internat que vous avez apprise et que vous connaissez très bien. Mais simplement, quand elle est appliquée à un individu, c'est pas pareil. Vous reconnaissez pas les choses, ça se complique, c'est pas évident, et donc vous n'êtes pas suffisamment compétent pour gérer des problèmes, en plus qu'il faut gérer très vite, puisque les urgences sont extrêmement nombreuses, et il faut prendre des décisions qui sont très très lourdes de conséquences. Hospitaliser ou pas un malade. J'ai vu des internes qui laissaient partir des hématomes sous-duraux parce qu'ils les prenaient pour confusion chez un alcoolique ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment un énorme problème de formation des internes et des jeunes médecins aux urgences, qui actuellement, je crois, est traité par le fait que donc, des médecins avec plus d'expérience sont là et ne laissent pas les internes tout seuls. Mais c'est absolument scandaleux de laisser un interne seul à la tête d'un grand service d'urgence médicale pendant une nuit entière. Problème de formation et de considération aussi, et vous avez d'ailleurs une explication très intéressante, mais je vais vous laisser lire ce passage. Pas sur les infirmières, là, non ? Jusqu'en bas de la page. On ne me payait pas au début de mon temps hospitalier, très peu. C'est ce mauvais départ qui coûte si cher à la médecine après. Nos politiques devraient réfléchir à cela. Les économies sur le dos des internes sont une catastrophe pour les dépenses de santé. Le jeune médecin fait les choses les plus difficiles. Il traverse des situations que personne n'accepterait de vivre sans être très largement dédommagé. Il sacrifie du temps et de l'énergie et enfin des illusions. Tout le monde les perd un jour, mais elles mettent bien plus longtemps à disparaître chez les autres, les non-médecins. Ces illusions ont un prix, on ne les compte jamais. Elles rapportent beaucoup à ceux qui les conservent, elles les protègent, elles leur donnent l'équivalent d'un salaire double, une sécurité qui s'évalue, un luxe. Les jeunes médecins ne pardonnent jamais cette injustice. Ils gardent leur rancune jusqu'au bout comme une dette que la médecine leur doit et qu'ils ne finiront jamais de lui faire payer sans état d'âme.
Ils se pardonneront toutes les malhonnêtetés que l'on doit commettre pour survivre dans ce milieu, les prescriptions inutiles qui font revenir les malades, les examens complémentaires redondants qui vous rapportent, les mensonges que vous dites pour continuer à soigner ceux qui n'ont rien. Le médecin floué se sent encore loin du compte. Il est comme ces enfants mal aimés qui n'oublient jamais, qui gardent leur carence affective survivante comme un code secret cryptant toutes leurs actions. C'est vrai que c'est un tel traumatisme, quand vous êtes interne, de vous retrouver avec cette responsabilité majeure que vous n'êtes pas capable d'assumer et que vous utilisez, enfin que vous gérez de manière théâtrale, c'est-à-dire que vous faites celui qui sait, vous faites celui qui décide, vous faites celui qui fait des prescriptions le plus vite possible. Vous commandez à l'externe, vous demandez à l'infirmière de manière certaine de poser des perfusions, de faire tel ou tel examen. Mais en réalité, vous êtes comme un enfant complètement perdu. Et ça, c'est quelque chose qui crée effectivement un traumatisme dont vous avez tendance à vous venger plus tard. Oui, d'année en année au cours de votre médecine. Bon, vous pouvez nous raconter assez brièvement, parce que je pense que vous ne l'avez pas oublié, votre premier jour de garde. C'était un cauchemar pour vous? Un cauchemar absolu. Ouais. Mon premier jour de garde, d'abord, il s'est passé quasiment l'œil fixé sur ma montre, puisque en fait, vous prenez votre garde à 18h et vous la quittez à 6h, à 7h du matin. Donc, en priant pour qu'il ne se passe rien. En priant pour qu'il ne se passe rien. Donc j'ai passé une nuit entière, l'œil fixé sur ma montre, et en espérant effectivement que le sort veuille bien m'épargner l'erreur médicale de la nuit. Donc je l'ai vécu de manière extrêmement négative, hein, ça c'est certain. Mais il ne m'est rien arrivé pendant ma première garde catastrophique, parce que j'ai tout de suite compris qu'une des manières de passer la garde, c'est de gagner du temps. Et donc de ne prendre aucune décision dans la nuit. Et ça, moi, personnellement, j'avais mis au point une technique très au point. Ah oui, très au point pour gagner du temps. Et on gagne du temps en garde par les examens complémentaires, par les radios, par les avis, par la lenteur à prescrire, par la lenteur à écrire. Enfin, il y a des tas de petits trucs qui permettent de gagner du temps. Et vous dites d'ailleurs que la moitié du temps... J'étais très jeune à l'époque, là. Hein. Ouais. Vous dites d'ailleurs que la moitié du temps de garde aux urgences disparaît dans la recherche du service où placer le malade à hospitaliser. C'est une bourse aux malades, vous dites. Oui, ça c'est vrai que vous avez vécu des deux côtés d'ailleurs. Vous passez un temps fou au téléphone pour, lorsqu'il n'y a plus de lit dans l'hôpital, ou quand le service porte, qui est le service qui permet de recueillir quelques patients urgents hospitalisés sans qu'il y ait de lit à l'hôpital, quand tout est saturé, vous êtes obligé de présenter votre patient dans d'autres hôpitaux pour que votre collègue les accepte. Alors, il est certain que si vous présentez un patient tétraplégique de 98 ans avec des escarres partout et 42 fièvres, vous n'avez strictement aucune chance d'avoir votre patient accepté par un autre médecin. Donc vous êtes obligé de lui enlever 10 ans, dire que sa tétraplégie n'est pas complète et qu'il a que 37,8, voilà. Donc il y a toute une espèce, si vous voulez, de théâtre dans lequel vous êtes finalement un acteur obligé, parce qu'en principe, quand vous êtes médecin et quand vous rentrez dans une urgence, vous n'êtes pas sur une scène de théâtre, vous êtes quand même dans un hôpital. Et là, on vous fait jouer un rôle et vous ne pouvez pas en jouer un autre, parce que vous êtes seul et il faut vous débrouiller. Donc, c'est comme ça que j'ai vécu les urgences, et encore une fois, c'est pas du tout comme ça que vivent d'autres gens, je pense, à ma place. Mais il y en a qui l'ont vécu comme moi. Ça, je le sais, parce que j'ai reçu des lettres. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Je voudrais qu'on s'arrête un moment sur un sujet qui est évidemment présent tout au long du livre, c'est la mort. Et je voudrais que vous m'expliquiez cette phrase. Vous dites qu'on ne s'y trompe pas, la vocation du médecin, c'est celle du légiste. Le choix de la médecine est mortifère. Oui, c'est-à-dire que moi, je me suis toujours demandé pourquoi j'avais choisi la médecine. C'est vrai qu'après avoir lu le livre, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Mais indépendamment donc de l'aspect émergent des choses, pourquoi est-ce qu'on choisit la médecine? Qu'est-ce qui attire les gens dans la médecine? Est-ce que c'est vraiment soigner les gens? Sûrement. Est-ce que c'est pas aussi avoir un contact un petit peu distancié avec la mort, c'est-à-dire avec sa propre mort, prise en charge par les autres? Moi, je me demande s'il n'y a pas un peu de ça quand même dans la médecine, c'est-à-dire un flirt avec la mort, avec sa propre mort, qui ne vous touche pas, par l'intermédiaire de quelqu'un qui fait un petit peu le relais.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même, dans le choix de la médecine, pour un certain nombre de médecins, un petit élément mortifère. Oui. Donc vous dites que le seul vrai médecin, c'est le légiste, finalement. Bah, c'est un peu dans le... En tout cas, c'est le seul médecin serein. Parce que vraiment, le légiste, ça va. Vous voyez, là, les gardes du légiste, moi, je serais ravi d'en prendre. Il n'y a aucun problème. Alors, il y a... Bon, c'est sur le ton de l'humour, en tout cas, on sourit lorsqu'on lit ce passage. Vous parlez des certificats de décès que l'interne doit signer et qui doit écrire de sa main « La mort est réelle et constante ». Oui, moi, j'ai toujours trouvé étrange que l'on demande aux médecins et qu'on demande à quiconque d'écrire devant un mort « La mort est réelle et constante », comme si l'administration en doutait. Parce que vous savez, la mort, je veux dire, ça saute aux yeux. Hein, les grandes histoires de morts, de faux morts avec des gens greffés qui se réveillent après, ou des gens dans leur cercueil qui se réveillent en grattant, c'est complètement faux. Un mort, c'est un mort. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Alors pourquoi faut-il écrire « la mort est réelle et constante » ? Je trouve que c'est très frappant comme terme. La mort est réelle et constante. Est-elle réelle ? Oui, a priori oui. Est-elle constante ? La mort inconstante, je ne l'ai pas encore rencontrée. Vous dites le certificat de décès garantit sa survie au corps médical et les médecins qui le signent participent à une supercherie nécessaire. Oui, ben pourquoi je dis ça? Je sais plus. C'est votre phrase fétiche, dites-vous d'ailleurs. C'est en haut. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Hein, vous pouvez lire le passage d'ailleurs, pour le resituer dans le contexte du certificat. Après le réel. Après le réel. C'est où ça? C'est ça? Après réel, il faut ajouter à la main constante, ce qui présuppose l'idée que la mort ne ferait que passer quelques heures, quelques jours. Il n'y aurait finalement que des vivants dans les cimetières, des inconstants gémissant dans leurs caveaux pour qu'on les en sorte. Cela prouve que tout le monde croit à la résurrection et que l'on finira par retrouver notre âge d'or, mais il ne faut pas les bruiter. Le médecin doit jouer ce jeu et affirmer que la mort durera, entêtée et obtuse. C'est dans son intérêt d'ailleurs. La résurrection concurrence dangereusement la médecine. Le corps médical perdrait beaucoup de son importance si au bout du 3e jour, on ne trouvait plus personne dans les tombeaux. Le certificat de décès garantit sa survie et les médecins qui le signent participent à une supercherie nécessaire. Voilà, c'est pour ça. Ouais. C'est contre la résurrection pour la constance de la mort. Alors, je voudrais juste qu'on revienne. Tout à l'heure, vous citiez plusieurs cas de patients. Et alors, vous faites un rapprochement assez étonnant entre le médecin et Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, qui est cet homme qui a aidé Jésus à porter une partie de sa croix. Pourquoi vous faites ce parallèle? Je trouve que c'est une très très belle figure, Simon de Cyrène, dans l'Évangile. C'est cet homme qui aide Jésus sur son calvaire, mais qui l'aide sur quelques mètres. Ouais. C'est tout. Et je trouve que c'est une assez belle allégorie du rôle du médecin. Parce qu'on est un peu comme des Simons de Cyrène par rapport au malade qui est sur le calvaire de la maladie. On prend sa croix, mais pas longtemps. On lui emprunte, et puis après, on la lui rend. Donc je trouvais que c'était une assez belle... une assez belle image du médecin, Simon de Cyrène. Alors vous en voulez quand même un peu aux malades, vous dites... D'ailleurs, sur Simon de Cyrène, j'ai lu récemment un article qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a une théorie qui dit que... il y a des théories du IIe siècle, gnostique, qui en fait prétend que c'est Simon de Cyrène qui a été crucifié et qui a échangé justement sa nature avec Jésus, qui a disparu dans la foule, et celui qui a été crucifié, c'est justement Simon de Cyrène. Alors là, le médecin crucifié, ça ne me plaisait pas du tout. Hein. Alors, je vais vous laisser lire ce passage qui est assez long et qui suit justement votre évocation de Simon de Cyrène, à partir de là jusqu'au... Là ? Oui. Jusqu'au... Les malades restent pratiques. Ils veulent gagner sur tous les tableaux. D'un côté, la science, de l'autre, la magie. Ils font semblant d'ignorer le fond métaphysique de la médecine, mais ils aimeraient profiter des mystères. Ils disent qu'ils ne nous demandent rien de plus que de faire notre possible, avec les moyens qui nous sont donnés, les hypocrites. Ils ne nous apportent pas leur maladie toute seule, toute pure. Elle vient en compagnie, avec leur angoisse de vieillissement et de mort, avec leur espoir de vie éternelle, avec leur demande de salut. Cela ne les dérange pas du tout, le jeu qu'ils nous font jouer, à la frontière entre Dieu et les hommes. Ils ont appris que quelqu'un s'était chargé du poids des péchés du monde à lui seul et était mort pour les sauver. Ils ont retenu la leçon que pour être guéris, il fallait passer par un bouc émissaire qu'on assassinait à la fin de l'histoire. Les aventures d'internes incompétents les font plutôt sourire. Ils s'amusent avec ces petits médecins qui pataugent, ces jeunes capitaines seuls maîtres à bord du Titanic hospitalier,
naviguant à l'aveugle entre les malades. Ils ne prêtent pas leur angoisse au sérieux. C'est quand ils vont bien qu'ils nous jugent mal. Ils ne veulent pas faire de mystique avec nous, sauf quand ils s'aggravent. La maladie les rend croyants. Nous changeons de costume. Notre blouse devient une aube. Leur angoisse nous métamorphose, en apparence. La médecine ne leur suffit plus tout à coup. Ils découvrent le médecin. Ils sont prêts à lui sacrifier leur respect pour la science, prêts à l'hérésie, à la sorcellerie. Leur confiance est sans limite, leur reconnaissance éternelle. Mais sans miracle, il ne faudra pas compter sur leur pardon. Ils se diront que nous n'avons pas joué notre rôle jusqu'au bout, que nous avons refusé le sacrifice. Sous leur fausse affection, sous leur résignation, ils ne pensent qu'à nous charger de leur maladie. Ils nous laisseraient mourir comme des chiens s'il le fallait pour guérir. Ils restent sur l'idée qu'il a fallu crucifier Jésus. Ils se méfient donc des médecins vivants. Ils nous pourchassent sans pitié ces traîtres qui font semblant de nous aimer. Ils oublient ce qu'ils nous ont fait subir en nous mêlant à leur destin, en nous plongeant dans leur tragédie, en se montrant nus, moribonds, en miroir. Ils oublient qu'il a fallu mentir pour eux, négliger son honneur, qu'il a fallu aggraver des souffrances, tuer des gens par erreur, se perdre pour les suivre, pour eux qui devraient nous aimer, même dans nos fautes, eux qui devraient compatir, ces Judas qui nous condamnent au lieu de nous pardonner, qui nous trahissent éternellement, les salauds de malades. Les salauds de malades, ça ne me gêne pas du tout de dire ça, parce que je me considère comme un malade potentiel, comme vous tous, hein, j'imagine. Donc, c'est pas le médecin qui parle des malades de son trône. Hein. Je suis un malade comme tout le reste du monde. Je pense que j'aurais plutôt dire c'est salaud d'homme plus que salaud de malade. Vous comporteriez de la même manière si vous étiez atteint, si vous étiez à la place de ces malades que vous décriviez, sachant ce que vous vivez en tant que médecin, est-ce que votre attitude serait différente? Bon, sûrement, ouais. Sûrement. Mais j'ai la chance justement de ne pas encore être malade. Donc c'est maintenant que je peux écrire ça. Après, je n'écrirai plus. Hein. Est-ce que vous les aimez, vos patients? Non. Non, alors là, sincèrement, non. Non. Vous savez, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Moi, j'aime pas du tout mes patients, mais c'est pas pour ça que je suis un mauvais médecin. Hein. Pour être un bon médecin, il faut deux choses, à mon avis. La compétence et la compassion. Compassion, c'est pas aimer les gens. C'est simplement ne pas les considérer comme des gens qu'on ne doit pas aider, les considérer en dessous de soi. J'ai jamais considéré personne comme en dessous de moi. Jamais. C'est pas pour ça que j'aime les gens, mais j'aime mes malades. J'ai de la compassion pour eux, mais c'est absolument pas une attitude méprisante. Mais vous dire j'aime mes malades, non. Non, j'aime pas mes malades. J'aime ma femme, j'aime mes enfants, je n'aime pas mes malades. Ça va la rassurer, voilà. Donc vous êtes rassurés. On va évoquer quelques sujets rapidement que vous évoquez dans le livre. Vous dites que c'est la fin d'une ère, celle des grands patrons dans les hôpitaux, et en même temps le début d'une autre, celle des radiologues. Oui, mais moi j'ai vécu une période charnière en neurologie, qui est quand même une spécialité qui a été au XIXe siècle et au début et pendant toute une partie du XXe siècle la spécialité reine de la clinique. C'est-à-dire que vous aviez des bibles entières de milliers de pages sur les signes neurologiques, sur l'examen neurologique, comment à partir d'un tout petit tremblement de l'index remonter jusqu'à la lésion intracérébrale, quels étaient les réflexes à taper. Moi j'ai appris à taper et à rechercher 200 réflexes. Maintenant les internes moyens connaissent 4 ou 5 réflexes au maximum. Donc il y a eu toute une période de clinique extrêmement développée pour essayer, à partir d'un signe, de remonter à la lésion, avec des patrons extraordinaires, c'est-à-dire des très grands cliniciens, des grands hommes qui étaient capables, sur un patient, pendant 1 heure, de vous retracer le système nerveux quasiment en transparence à partir de leur examen clinique. Et puis du jour au lendemain est apparu le scanner cérébral. Et là, ça a été la fin de ces grands patrons. Je les ai vus sombrer, mais véritablement sombrer dans des staffs de neuroradiologie avec des petits radiologues teigneux qui attendaient le diagnostic du patron pour sortir le cliché du scanner en disant « mais vous dites n'importe quoi, la lésion est là ». Et donc peu à peu, toute cette clinique qui était une clinique remarquable, mais qui avait effectivement des déchets, c'est-à-dire qu'il y avait des patrons qui se trompaient énormément, est devenue complètement obsolète parce qu'on a commencé à voir les lésions, et le scanner a tué les grands patrons en neurologie, a tué ces personnalités extraordinaires que tout le monde écoutait comme si c'était le Christ qui parlait. Les radiologues ont tué une partie de la clinique, en tout cas. Et les internes maintenant et les jeunes médecins sont des cliniciens mais très très inférieurs en termes
niveau de clinique à ceux qu'on rencontrait il y a 50 ans, c'est certain. Est-ce que la formation évolue? Vous dites les étudiants apprennent la médecine le nez collé à la vitre des concours et des gardes. Ils attendent un enseignement simplifié, binaire, qui leur permet de cocher des cases et d'acquérir des réflexes primitifs, médulaires, non corticalisés, du type de ceux que l'on découvre en sciences naturelles en stimulant électriquement des grenouilles décérébrées. Oui. Ouais, moi, vous savez, j'ai passé un concours de l'internat où on nous interrogeait sur QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples. Il fallait donc cocher des petites cases sur des cas cliniques de manière tout à fait binaire, oui, non. Voilà. Et ça, c'est un énorme défaut, effectivement, de la formation médicale, parce que le oui-non, il n'englobe pas les patients. Il englobe, vous êtes très content parce qu'effectivement, il englobe ce que vous avez appris sur les livres, mais pas du tout ce que le patient vous propose. Donc c'est vrai que la formation binaire est une aberration pour la préparation à la médecine. Il faut faire une préparation littéraire pour la médecine. Il faut apprendre ce que c'est qu'un corps humain. Il faut apprendre à examiner un corps humain pour être un petit peu prêt à gérer les urgences et la médecine quotidienne. Donc la formation est effectivement beaucoup trop schématisée et trop orientée sur les concours et également cette fameuse prise de garde, parce que c'est quand même l'obsession de tout interne qui est formé, c'est de pouvoir se débrouiller en garde. Donc on fait des conférences aux internes en leur disant voilà ce qu'il faut faire dans telle ou telle urgence, la conduite à tenir. Quelle est la conduite à tenir devant telle ou telle urgence? Mais finalement, vous laissez de côté toute une partie de la médecine qui est plus subtile et qui n'est pas intégrée dans ce type de formation. Vous disiez tout à l'heure que vous sortiez petit à petit de la médecine. Vous dites d'ailleurs dans le livre qu'à un moment, vous avez eu une chance d'évasion, dites-vous, que vous auriez pu saisir, mais que vous n'avez pas saisi, qui était dans la psychiatrie. Parce que vous dites, et c'est assez intéressant, qu'en fait, finalement, là, on partage les responsabilités avec le patient. Oui, parce que bon, ça c'est mon meilleur souvenir de médecin, c'est mon passage en psychiatrie en tant qu'interne, pas en tant que patient. C'était d'abord c'est un grand souvenir, le stage en psychiatrie, parce que le rythme des psychiatres est quand même très particulier. Quand vous sortez d'une formation très hospitalière dans différentes spécialités, tout d'un coup vous arrivez dans une spécialité quasiment tahitienne, c'est-à-dire que bon, les choses sont faites calmement, doucement, vous arrivez tard le matin à l'hôpital, vous partez tôt, vous prenez du temps, vous discutez, il y a peu de patients, il y a peu de pression. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vécu la psychiatrie. Et mes 6 mois de psychiatrie, pour moi, ont été 6 mois de vacances. Ça a été absolument merveilleux. Et plus profondément, c'est vrai que le contact avec la maladie psychiatrique est assez différente le contact avec la maladie organique et neurologique. C'est que là, il n'y a pas une lésion, il n'y a pas une lésion indépendante du patient. On a l'impression, si vous voulez, qu'il y a une petite prise en charge de sa maladie par le patient lui-même. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'aider et qu'il est responsable de ses troubles, mais c'est vrai que ça déresponsabilise un tout petit peu le médecin. Et c'est vrai que j'ai rarement rencontré chez un psychiatre cette pression de responsabilisation, cette pression de la responsabilité que vous rencontrez chez des cardiologues, chez des neurologues, chez des gynécologues, etc. La responsabilité est un petit peu diluée, un peu partagée avec le patient. Est-ce que vous vous souvenez aujourd'hui finalement pourquoi vous avez voulu être médecin? Est-ce que c'était par épanouissement personnel ou est-ce que c'était pour les autres? Non, mais moi j'ai voulu être médecin parce que j'avais fait une très mauvaise analyse des choses. C'est-à-dire que je me suis dit que j'allais faire un métier qui allait me donner des certitudes et qui allait me permettre justement d'aider les gens et d'avoir une vie correcte et une vie surtout libre. C'est une profession libérale, la médecine. Donc c'est un des éléments qui est le plus attractif dans ce métier, c'est de pouvoir être libre, autonome, sans quelqu'un au-dessus de soi. Pour moi, ça, c'était un point très, très important. Et puis, deuxièmement, j'avais quand même une toute petite ambition altruiste, quand même. Il ne faut pas non plus être totalement cynique. Et cette ambition altruiste, elle s'est brisée sur l'écueil de l'incertitude. Comment vous avez présenté ce milieu, comment votre père vous avez présenté ce milieu, parce qu'il était chirurgien? Vous dites un peu au début du livre, vous lui reprochez un peu de vous avoir mal parlé de ce milieu. Non, mais vous l'avez mal présenté. Oui, d'ailleurs, il a très mal pris, ça. Mais c'est une erreur parce que c'est vraiment
Bon, c'est rien. C'est sûr qu'il était chirurgien. Il m'a dit, tu ne devrais surtout pas faire la médecine. C'est un métier absolument épouvantable. Puis je ne l'ai pas écouté. Mais à partir du moment où j'avais choisi de faire la médecine, il m'a dit, il était très content. En réalité, c'est plutôt un conseil de père prudent que de père très autoritaire. Est-ce que quand même les réussites que vous avez connues, parce que vous en avez connues en médecin, vous avez guéri des gens quand même, est-ce que ces réussites-là n'effacent pas tous les échecs? Non mais justement, ça c'est un point très important, c'est que les réussites, j'en parle pas du tout dans ce livre. Et pour ça qu'on m'a dit, c'est vraiment un livre totalement négatif, où tu ne parles que des échecs, que de la partie noire de la médecine. Mais je revendique tout à fait ça, c'est-à-dire des réussites, évidemment, j'en ai eu énormément, sinon j'aurais été radié depuis longtemps. Mais pour moi, ces réussites, non, mais vraiment absolument pas compenser l'erreur médicale que je raconte. C'est-à-dire que la réussite pour moi en médecine, c'est quelque chose dont on ne peut pas se flatter, si vous voulez. On ne peut pas être fier d'une réussite en médecine. Vous êtes formé pour soigner des gens. Quand vous arrivez à les soigner, vous répondez à la question qu'on vous a posée. C'est-à-dire que c'est votre mission, on vous a formé pour ça, vous allez soigner des gens. Très bien. Il n'y a pas de quoi non plus se rouler par terre. Si vous avez sauvé quelqu'un, vous avez soigné quelqu'un parce qu'on vous a appris ce qu'il avait, on vous a appris à le traiter, on vous a appris ce qu'il fallait faire. Bon, c'est tout. Bon, vous avez fait votre travail. Il ne faut pas se taper sur la poitrine pour ça. Par contre, quand vous ratez un diagnostic et que vous tuez quelqu'un, là, c'est autre chose. Ce n'est pas prévu au programme. Donc mes réussites n'ont absolument jamais équilibré mes erreurs. Et je trouve d'ailleurs que ça devrait être comme ça pour tous les médecins. Est-ce que vous êtes un bon médecin? Mais je devrais d'abord vous demander qu'est-ce qu'un bon médecin et selon votre définition, est-ce que vous vous incluez dedans? Moi, je pense que je suis un très bon médecin, oui. Je suis un très bon médecin, mais je ne suis pas un... déjà, je suis un médecin que le patient connaît un peu mieux que les médecins qu'on va voir dans l'ignorance de ce qu'ils sont. Là, j'ai quand même dit un petit peu ce que j'étais. Ouais. Donc, c'est rare qu'un médecin toujours en activité donne à l'entrée de son cabinet une petite vision un peu transparente de ce qu'il est. Moi, je suis un bon médecin parce qu'encore une fois, j'ai été très bien formé et que j'ai utilisé cette compétence. C'est pas prétentieux de dire ça parce qu'à mon sens, c'est pas difficile d'être un bon médecin. Vous êtes un bon médecin si vous faites le minimum vital pour l'être. C'est pas difficile d'être un bon médecin, techniquement. Bon, après, être un bon médecin humain, il faut un peu de compassion. Mais la compassion, qui n'a pas de compassion? Bon, vous pouvez... les médecins n'ont pas plus de compassion que d'autres, n'ont pas plus de nécessité de compassion que d'autres. Il faut avoir une compassion de survie pour effectivement recevoir quelqu'un de malade sans lui dire « mais je moque complètement de ce que vous avez, mon pauvre ami ». Il ne faut pas avoir un peu d'enthousiasme aussi que vous n'avez peut-être plus aujourd'hui? Non, mais justement, ça, je pense qu'on peut être un très bon médecin sans enthousiasme. Parce que moi, j'en ai pas d'enthousiasme, ça c'est clair. De la compassion et de la compétence, j'en ai, mais de l'enthousiasme, pas du tout. Mais je pense qu'on peut être un très bon médecin sans enthousiasme. Ça, c'est vraiment certainement. Alors, vous disiez que, vous le dites d'ailleurs, c'est la première phrase du livre que je vais citer. Vous dites la médecine, j'y suis encore plus pour longtemps. Vous avez commencé en disant justement que vous alliez vous en retirer petit à petit. Donc, quel est l'avenir pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes plus en cabinet ou vous allez... Non, mais j'ai arrêté mon activité de consultant. C'est-à-dire que je ne suis plus de patients du début de leur maladie jusqu'à la fin. Ça, je ne peux plus le faire. Donc j'ai évolué de manière technique, comme en prenant l'air du temps. C'est-à-dire que je suis devenu un peu un radiologue médecin, parce que maintenant je fais uniquement du diagnostic, c'est-à-dire avec un examen électrique qui permet de faire des diagnostics de myopathie, de compression de nerfs, etc. Donc ce sont les autres neurologues ou les autres spécialistes qui m'envoient des patients pour faire ces examens, et le patient est un passant chez moi maintenant. C'est plus un patient de bout en bout. Quelle était la réaction? Vous avez parlé un peu de la réaction de vos confrères, on va y revenir, mais d'abord la réaction de vos patients qui ont lu le livre. Vous en avez qui sont venus vous voir le livre à la main, se plaindre peut-être, ou qui ne viennent plus? Non, j'ai eu des réactions globalement positives. J'ai eu une réaction négative d'une patiente que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, que je suivais pour une maladie de Parkinson, et qui était un ancien médecin. Ce que je ne savais pas d'ailleurs, et qui est venu me voir avec le livre, en le mettant sur mon bureau. Quand je lui ai dit l'éternelle question « ça va ?», il me dit « non, ça va pas du tout, j'ai lu votre livre ».
Bon. Et en fait, elle m'a dit, vous savez, moi j'ai vécu une époque où les médecins n'avaient pas autant d'état d'âme. Disant tout ce que vous racontez, bon, bah, c'est bien beau, mais quand vous êtes médecin, bah, vous n'avez qu'à faire de la médecine et puis taisez-vous. Je comprends très bien, hein, c'est un reproche qu'on m'a fait et c'est vrai qu'on peut se taire. Moi, j'ai des états d'âme sur la médecine, donc je pensais que c'était intéressant de les exprimer, ces états d'âme. Il y a des médecins qui n'ont pas d'état d'âme, mais moi, je pense que les médecins qui font des erreurs et qui ont eu des échecs dans leur vie n'ont pas d'état d'âme et n'en parlent pas. Et je pense que c'est pas une attitude beaucoup plus remarquable que d'exprimer ses états d'âme et de dire, moi, j'ai fait cette erreur, j'ai fait ceci, et voilà pourquoi cette erreur a été faite. Et voilà ce que c'est que cette erreur par rapport à tout ce dont on a parlé autour de la médecine. Donc, elle me reprochait finalement, cette patiente, d'avoir des états d'âme. Et c'est ce que mes patients me reprochent, mes états d'âme. Eh bien, j'ai des états d'âme, si vous voulez. Est-ce que, honnêtement, la majorité des courriers que vous recevez de vos confrères, cette fois-ci, sont vraiment des témoignages qui vous disent merci, tu as exprimé vraiment ce qu'on ressent depuis des années et qu'on n'a jamais pu exprimer? Oui, il y a des confrères qui ont détesté ce livre. Ça, je le sais, je m'y attendais, mais ils ne m'ont pas écrit pour me dire qu'ils détestaient ce livre. Je n'ai reçu que des lettres de confrères extrêmement positives, où on voyait que le livre avait reçu un écho. J'ai reçu une lettre d'insulte d'une infirmière, mais ça, je la méritais. Et une lettre, par contre, d'une surveillante de Necker, qui donc forme les infirmières, qui est une très belle lettre, qui a réussi à passer au-dessus de la charge des infirmières pour dire qu'elle comprenait très bien le sens du livre et qu'elle adhérait avec l'idée générale du livre. Mais globalement, donc, les courriers sont plutôt positifs. Mais il y a des médecins qui sont très agressifs par rapport à ce livre. Très agressifs. Moi, j'ai rencontré des médecins très agressifs qui ne voulaient plus me serrer la main. Parce que je pense qu'il y a un problème quand même de gestion du prestige du médecin dans ce livre, qui est difficile à gérer. Là, le prestige du médecin, vous voyez, je l'ébranle un tout petit peu quand même, là. Un tout petit peu. Globalement. Alors pas beaucoup. Et ça, c'est difficile pour un médecin qui investit beaucoup, justement, sur l'apparence et sur le prestige. Il y a dans le Voyage au bout de la nuit, dans la préface du Voyage au bout de la nuit, une phrase de Céline qui explique pourquoi le Voyage au bout de la nuit est si mal pris par les gens. Il dit parce qu'on est en pétard de mystique. Et ben, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même vision du prestige médical. Et là, j'altère quelque chose qui est assez, à mon avis, profond et profondément investi chez un certain nombre de mes confrères. C'est votre livre de chevet d'ailleurs, ce livre de Céline, hein, Voyage au bout de la nuit. Ah, Voyage au bout de la nuit, oui. Oui. J'aime pas du tout les autres. Vous commencez d'ailleurs le livre par une citation de Céline, qui dit, je vais être très très précis, je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde. Oui, parce que dans Voyage au bout de la nuit, vous avez 2 chapitres sur justement une activité médicale en banlieue, qui est raconté par Céline après la guerre et qui est vraiment, qui est vraiment en écho et en résonance avec ce que je dis. J'aurais juste une dernière question à la fin de la conférence. Est-ce que vous avez des questions, des réactions évidemment à ce que vous venez d'entendre? S'il y a des infirmières dans la salle, non, je plaisante. J'ai dit pardon. Hein, oui, non, mais c'est bon maintenant. Oui. Des questions, des réactions? On a dit beaucoup, hein, mais je crois qu'il reste aussi pour vous à lire le livre. Oui, madame, je vous en prie. Le micro va arriver jusqu'à vous. Monsieur, je vous remercie beaucoup de ce que vous venez d'écrire, que je n'ai pas lu, mais que je vais lire. J'ai pratiqué moi-même la médecine et le doute, je pense que quand on ne l'a pas, on n'est pas vraiment un médecin, c'est pas possible. Et ce que je voulais vous demander quand même, c'est pourquoi vous avez choisi la neurologie, qui est une spécialité particulièrement difficile, et vous deviez le savoir avant de commencer la neurologie. Au niveau thérapeutique, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Oui. Vous êtes un peu masochiste en même temps, si non, mais vous avez tout à fait raison. C'est une question que je me suis beaucoup posé aussi. Parce que pendant vos études, excusez-moi, vous avez choisi aussi le service de réanimation, dont vous dites que c'est le pire. Oui, ça a été vraiment une erreur. C'était une erreur. Parce que dans d'autres, pour terminer, parce que dans d'autres spécialités, vous auriez certainement eu un autre non, vous avez tout à fait raison d'état d'âme. Vous avez tout à fait raison de préciser ce point. C'est vrai que c'est un livre biaisé par la neurologie. Je pense que c'est un livre qui, effectivement, est très noir en raison de cette spécialité particulière et qui a des spécialités beaucoup plus ouvertes que la neurologie. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi la neurologie? Par une mauvaise appréciation des choses, comme toujours au début. C'est-à-dire que je me suis dit que
neurologie égale cerveau. Or, ça m'intéressait beaucoup d'essayer de comprendre comment fonctionnait le cerveau. Et je me suis dit, bon, je vais être neurologue justement pour essayer de voir un peu le fonctionnement du cerveau, de la moelle épinière, c'est formidable. Bon. Et en réalité, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout en médecine et pas du tout en neurologie que vous apprenez le fonctionnement du cerveau. Pour savoir comment fonctionne le cerveau, il faut faire de la biologie, il faut faire de la recherche, mais un médecin neurologue ne sait rien du tout sur le fonctionnement du cerveau. Il sait qu'un accident vasculaire à gauche donne une hémiplégie à droite et inversement. Donc c'est extrêmement râle et pâquerette, si je puis dire, la science, la neuroscience pour le neurologue. Et en fait, je suis parti un petit peu dans l'axe de la neurologie avec l'idée de partir dans de la neuroscience. Et j'ai eu tort. Vous savez, il y a un moment où on est trop avancé pour reculer. Hein. D'autres questions? Oui, madame. Merci. Bonjour, docteur. Je me permets de vous interpeller. Moi-même, j'ai vécu 2 décès de mes maris, malheureusement, un de crise cardiaque en urgence et l'autre d'un cancer, qui a duré 6 mois, et grâce au docteur, qui jusqu'à la fin, il avait un espoir de vivre, alors qu'il y a eu hémorragie forcément et beaucoup de douleurs. Je suis une dame du Mans, et je voulais remercier l'hôpital du Mans d'avoir vraiment consacré un bout de temps et de respect à mon mari. Mais moi-même, après, ça va faire 4 ans que c'est arrivé, je m'en suis pas remis toujours. J'ai vécu il y a peu de temps une crise d'angoisse et de stress qui m'a amené à ne plus pouvoir respirer. Et il se trouve que j'ai un docteur au Mans qui me connaît depuis longtemps et qui ce jour-là m'a sauvé la vie parce qu'il a appelé de lui-même le SAMU pour m'emmener aux urgences. Ces urgences ont été formidables sur le Mans, formidables. Malheureusement, n'ayant plus de place dans les services, je me suis retrouvée en cardiologie alors que je n'avais rien à y faire. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Oui, allez-y, et le temps que le micro arrive à... Allez. Allô, oui, je voulais dire quelque chose, une réaction par rapport aux infirmières, parce que je suis moi-même infirmière. Ah, merci de vous dévouer, madame, merci beaucoup. Oui, parce que quand on dit que les infirmières n'ont pas grandi, je ne suis pas trop d'accord, parce que je suis en fin de carrière. Et vous savez, quand on fait un accompagnement aux malades jusqu'au bout, je crois que quand même, ça aide à grandir. Hein. Quand vous avez 20 ans, 21 ans, ça aide à grandir. Et puis quand vous dites aussi qu'avec le malade, vous portez la croix, vous l'aidez à porter la croix. Alors vous la portez, après vous la laissez, la croix. Mais nous, les infirmières, la croix, on la porte jusqu'au bout, on l'aide le malade à porter sa croix. Parce qu'il faut l'accompagner jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Le médecin passe souvent 1 heure avec le patient, l'infirmière tout le temps. Hein? Et je peux dire aussi, dans la thérapeutique, vous dites quelquefois on ne peut pas proposer de thérapeutique. Si, il y a toujours quelque chose à proposer. Parce que le patient, même si on ne peut rien faire vraiment pour lui, pour le guérir, on peut le soulager. Soulager sur le plan psychologique, soulager aussi sur le plan physique, sa douleur. Il faut lui apporter quelque chose jusqu'au bout. La vie, c'est jusqu'au bout. Enfin, moi, c'est une réaction. Je pense qu'au point de vue infirmière, j'ai eu une bonne formation. Les études maintenant sont de 3 ans et demi et on prend le malade dans sa globalité dans la première année. Et je pense qu'on a conscience du malade et on le prend jusqu'au bout. Voilà. Je pense que vous avez tout à fait raison Vous avez tout à fait raison de rétablir un petit peu l'équilibre. Je vous ai dit que c'était un livre de mauvaise humeur et que les infirmières en ont un peu pâti. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, bien sûr. Le seul bémol, c'est qu'il ne faut pas faire de séparation entre l'infirmière qui accompagne le malade jusqu'au bout et le médecin qui passe. Parce que ça, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai vécu, moi, personnellement. Donc, je ne pense pas que l'infirmière est la clé de l'accompagnement du malade.
Je pense que la clé de l'accompagnement du malade, c'est l'équipe, justement, infirmière, médecin. Mais je ne pense pas que l'infirmière prend le relais du médecin pour l'accompagnement du malade. En tout cas, moi, je n'ai pas du tout vécu ce point. Mais sinon, sur la qualité et l'importance des infirmières et de ce que, plus généralement, un médecin peut apporter à quelqu'un qui vient le voir avec une maladie non curable, je suis évidemment d'accord avec vous. Mais je vous rappelle que ce livre est un livre injuste et revendiqué comme tel. Et qui, dans la forme, et vous l'avez remarqué dans les différents extraits que nous avons lus, est particulièrement bien écrit aussi. Ce qui change un peu des habituels documents, ça n'en est pas un, mais en tout cas ça change des habituels témoignages sur ce sujet ou sur d'autres. Une autre question? Oui, monsieur. Bonsoir. Donc on a bien compris que vous avez écrit ce livre dans un état de mauvaise humeur. Peut-on espérer une suite à cet ouvrage, mais dans un état de bonne humeur? Et que diriez-vous alors sur la médecine? C'est-à-dire que j'aurais l'impression un petit peu de répéter des choses qui ont déjà été écrites, parce que des livres de bonne humeur sur la médecine, il y en a eu des dizaines. Des livres de mauvaise humeur écrits par un médecin, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors dire plus que les livres de bonne humeur qui ont été écrits sur la médecine, je ne m'en sens pas capable. Donc il n'y aura sûrement pas de Blues 2. Est-ce que d'ailleurs comment d'ailleurs est-ce que ce mal-être du médecin déteint sur l'homme quand il enlève sa blouse blanche le soir? Bah oui, c'est même une des raisons pour lesquelles je fuis la médecine. C'est qu'il y a eu un moment où je ne suis plus arrivé du tout à canaliser mon activité de médecin et à faire en sorte de laisser mon activité médecin avec ma blouse au vestiaire. Ça a commencé quand même à déborder grandement sur ma vie familiale et intime. Et ça a été justement, encore une fois, bien sûr, un argument pour écrire ce livre. Si je n'étais que médecin à l'hôpital, j'aurais pas écrit ce livre, hein, c'est certain. Malheureusement, je suis médecin au-delà de l'hôpital en sortant. Et ça, c'est un grave défaut pour moi. Je vais juste faire un petit détournement du questionnaire de Pivot et de sa dernière question en général qu'il pose aux invités. Lorsque vous serez arrivé là-haut et que vous croiserez Hippocrate, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise? Non. Qu'est-ce que je voudrais lui dire ou qu'il me dise à moi? Qu'il vous dise. Ah ben il y a les deux, moi, hein. Oui, Il peut y avoir les deux. Moi je sais ce que je lui dirais. Ouais. Menteur. Voilà. Et sa réponse, ça je la laisse. Merci beaucoup de votre présence.